Bonjour et bienvenue à l'atelier sur le télétravail en entreprise. Moi, c'est Alexandra et je suis conseillère en mobilité durable chez Mobilité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment implanter une politique de télétravail avec succès. Oups. Comme vous pouvez le constater, cet atelier sera divisé en 5 parties. Débutons sans plus tarder avec le télétravail et ses avantages. Dans le fond, le télétravail, c'est quoi? C'est du travail qui est effectué à distance. On peut en faire à partir d'une multitude d'endroits, que ce soit de la maison, dans un bureau satellite, dans un espace de coworking ou dans un lieu public. Essentiellement, ça signifie de réaliser ces fonctions à distance dans un lieu autre que celui où on les réalise habituellement. C'est quelque chose qui concerne autant les salariés que les travailleurs autonomes et cette pratique s'est fortement répandue avec la pandémie, évidemment. C'est une pratique qui peut être réalisée à temps plein, à temps partiel, comme tous les lundis et mardis ou une semaine sur 3 en rotation et occasionnellement. C'est aussi quelque chose qui est rendu possible grâce aux technologies de l'information et de la communication. Les avantages du télétravail pour les employés sont nombreux. Évidemment, l'avantage auquel on pense le plus souvent, c'est celui de la conciliation travail-famille ou travail-vie privée. C'est plus simple pour les employés de réaliser des activités et des tâches personnelles à la maison durant l'heure du dîner, par exemple, ce qui est généralement fort apprécié. Bon, c'est certain qu'il y a un revers à tout ça, on va en discuter un peu plus tard. Quand il est pratiqué à 100% du temps, il donne aussi la possibilité aux travailleurs de se trouver un emploi plus éloigné de la maison ou encore de travailler à domicile dans le cas d'une maladie ou d'un handicap. Le fait de ne pas se déplacer contribue à réduire la fatigue et le stress en permettant d'éviter du trafic, ce qui se répercute dans le niveau de concentration et de productivité au travail. Aussi, moins de dérangements, c'est bénéfique pour la concentration des employés. Les avantages du télétravail pour l'employeur maintenant. Avec tous les avantages qu'il comporte pour les employés, le télétravail a pour bénéfice d'accroître le taux de rétention du personnel. Les gens vont souvent considérer la possibilité de faire du télétravail comme un avantage offert par leur employeur. Il est donc moins probable qu'ils cherchent à quitter l'emploi puisque c'est un aspect de plus en plus recherché par les travailleurs de façon générale. Certaines études montrent même que sa pratique amène une hausse de la productivité de l'ordre de 5 à 30 % et une diminution des retards, notamment en lien avec la congestion routière. Aussi, comme la superficie d'espace bureau nécessaire devient moins importante avec le télétravail, il y en a de même pour le stationnement, ce qui permet de sauver des coûts. Un exemple intéressant qui permet d'illustrer ces avantages, c'est celui du BAP. En début d'année 2020, l'organisme a réduit son espace de travail de 40 % et a modernisé ses équipements. Il y a maintenant 36 espaces de bureau pour 54 employés. Le but, c'était vraiment de réduire les déplacements et l'empreinte écologique. Les cadres n'ont plus de bureaux assignés, ce qui a aplani la structure de l'organisation. Puis, plus intéressant encore, ça a permis de réduire les coûts de loyer de 52 %. Le télétravail a aussi des avantages pour la collectivité. Avec sa pratique, on compte point de déplacements totaux, ce qui contribue à réduire les émissions de GES. Il faut mentionner que les transports sont quand même la deuxième source de GES au Québec, avec 43 % des émissions. Sinon, comme je vous l'ai mentionné dans une autre diapo, le télétravail permet de faciliter l'accès à l'emploi en permettant de travailler pour une entreprise sans avoir à se déplacer. On peut parler ici autant de personnes en situation de handicap que de personnes qui ne possèdent pas nécessairement de voiture ou qui n'ont pas accès à un autre mode de transport. Comme on l'a tous expérimenté récemment, il permet la continuité des services en cas de force majeure. On l'a bien vu avec la pandémie, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les tempêtes de neige et le verglas. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a aussi des risques associés au télétravail, comme quoi rien n'est parfait. Il y a d'abord la question du contrôle plus difficile des heures. Étant donné que les employés ne sont pas présents sur le lieu de travail, l'employeur peut avoir l'impression de perdre le contrôle sur les heures travaillées. Un autre risque pour les workaholics de ce monde, c'est qu'il peut être difficile de séparer vie personnelle et vie professionnelle puisqu'on n'a plus la coupure physique du travail et de la maison. Il est donc plus facile de tomber dans l'excès. À l'inverse, pour certains, le manque de discipline et l'interférence de la vie personnelle sur la vie professionnelle peut entraîner des dérangements qui nuisent à l'exercice des fonctions. Bon, il y a aussi la question de l'isolement social. Si nos employés sont toujours en télétravail, par exemple, et qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges avec les autres employés. C'est sûr aussi que dans un contexte de télétravail, c'est plus difficile de recréer des moments de discussion informels qui permettent de créer un bel esprit d'équipe. Passons maintenant au cadre légal entourant la pratique du télétravail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous mentionner que je n'ai pas de formation dans le milieu juridique.
Dans le fond, toutes les informations que je vais vous présenter sont tirées de guides, fait que c'est vraiment un survol que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, au niveau municipal, ce qui est important de savoir, c'est que les municipalités peuvent imposer des limites à la pratique d'activités professionnelles dans une résidence au sein de leur règlement de zonage. On peut penser par exemple à la possibilité de recevoir des clients chez soi ou à la superficie et à la localisation de l'espace accordé pour le travail dans le domicile. Ça varie donc beaucoup d'une place à l'autre. Au niveau fiscal, l'employeur n'a pas vraiment d'action à poser en soi. Par contre, il peut quand même informer ses employés que certaines des dépenses qu'ils font pour pratiquer le télétravail pourraient être déductibles d'impôts si elles ne sont pas remboursées par l'employeur. Au niveau de la charte, l'employeur doit respecter la vie privée et le droit à l'inviolabilité de la demeure de ses employés. Il ne peut donc pas se présenter sur place directement à leur domicile sans avoir obtenu leur consentement au préalable. Il doit s'assurer que le mode de surveillance de ses employés qu'il a choisi respecte bien leur vie privée et leur intimité. Pour ce qui est de la loi sur les normes du travail, ce qui est important de savoir, c'est que dans un contexte où l'employé est libre d'aller et venir sans que l'employeur ait de contrôle sur les heures de travail, le calcul du temps supplémentaire ne s'applique pas. Par contre, si l'employeur a un mode de vérification de l'horaire de travail de ses employés en télétravail, le calcul des heures supplémentaires s'applique. Pour ce qui est de la loi sur la santé et la sécurité du travail, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité et assurer l'intégrité physique de ses employés, même s'ils sont en télétravail. En fait, l'employeur a essentiellement les mêmes responsabilités en matière de santé et sécurité au travail que si l'employé se trouvait dans son édifice. Un employeur n'a donc pas à fournir d'équipement de bureau, mais il pourrait, par exemple, demander l'évaluation d'un ergonome pour l'installation de maison de ses employés en télétravail. L'employé en télétravail, pour sa part, doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail à la maison et signaler tout accident ou blessure qui surviendrait dans l'exercice de ses fonctions à domicile. Pour ce qui est de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, le domicile est considéré comme un lieu de travail dans un contexte de télétravail. Les employés sont donc protégés en cas de lésion professionnelle et en cas d'accident de travail et peuvent faire une réclamation auprès de la CNESST. Et l'employeur ne peut pas invoquer le manque de contrôle sur l'aménagement du lieu de travail pour se soustraire à une imputation des coûts d'un accident de travail, notamment en raison des informations que je vous ai mentionnées à la diapo précédente. Pour ce qui est du Code civil du Québec, l'employé doit évidemment agir avec prudence et loyauté. Il doit donc pas faire usage des formations à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Cette responsabilité pourrait être appelée dans une politique de télétravail, question de s'assurer que les employés en sont bien conscients. Côté assurance, en cas de dommage à l'équipement informatique, la responsabilité de l'assurance revient au propriétaire de l'équipement. Donc, si l'ordinateur utilisé appartient à l'entreprise, c'est à l'employeur que revient la responsabilité de l'assurer. Aussi, si des clients ont à se rendre au domicile d'un employé, il faut s'assurer que la police d'assurance responsabilité civile qui couvre sa demeure comprenne une clause à cet effet. Passons maintenant à l'implantation d'une politique de télétravail. Avant de se lancer dans la rédaction de la politique de télétravail, il y a quelques questions qu'il faut se poser. Tout d'abord, qui sera responsable du projet? Idéalement, il faudra avoir l'apport de plusieurs personnes de fonctions différentes dans la rédaction d'une politique de télétravail. Mais le fait de porter le projet par une personne en particulier permet de s'assurer que ça ne tombe pas dans une craque, en plus d'avoir une personne ressource à qui s'adresser quand on a des demandes. Aussi, pourquoi souhaite-t-on adopter une politique? Il faut prendre le temps de définir les objectifs visés pour être capable de mesurer le succès et se réajuster. Aussi, comment le contexte de notre entreprise se prête-t-il au télétravail? Il faut prendre un pas de recul pour avoir une bonne vue d'ensemble sur les réalités de notre organisation et le potentiel qu'a le télétravail dans cet environnement. On peut aussi évaluer les coûts d'implantation d'une politique, soit ceux de développement, d'opération et de gestion. Ces coûts sont quand même contrebalancés par les bénéfices comme la réduction du taux d'absentéisme et des congés de maladie, la réduction du nombre d'espaces de travail requis, la hausse de la productivité et la baisse des frais de stationnement. Il y a aussi toute une question technologique à considérer. Il faut voir à fournir le matériel informatique nécessaire pour l'exécution du travail. Il faut aussi prévoir les différents modes de communication qui seront privilégiés entre l'employé en télétravail et l'équipe. Il existe une panoplie de logiciels de communication à distance comme Zoom, Teams, Skype, Google Hangouts pour ce qui est des visioconférences, Outlook, Gmail, Teams pour ce qui est de la messagerie instantanée. Le bon vieux téléphone aussi fait souvent bien le travail.
Il faut aussi voir à penser à comment les employés vont travailler sur les projets à distance. Il existe différents systèmes de gestion de projet qui permettent ça. Il faut aussi penser à des façons d'accéder à distance aux serveurs de l'organisation, que ce soit avec un VPN, un logiciel de virtualisation du poste de travail ou avec un intranet. L'utilisation d'un calendrier partagé où les collègues de travail et le gestionnaire peuvent voir sur quoi travaille l'employé en télétravail permet de faciliter la surveillance, mais aussi de savoir quand on peut rejoindre cette personne plus facilement. Bien entendu, il est aussi important d'assurer un stockage et une surveillance efficace des données. Une fois les premières étapes d'analyse et de réflexion réalisées, on peut penser à la rédaction de la politique. L'adoption d'une politique de télétravail permet d'éviter les incohérences, d'assurer la transparence et la cohérence dans la prise de décision et aussi de protéger l'employeur face à certaines situations. Voici donc une liste non exhaustive d'éléments pouvant être pertinents à intégrer dans sa politique, tout dépendant du contexte de son entreprise. Il y a bien sûr la définition du télétravail adopté. Dans le fond, qu'est-ce qui est considéré comme du télétravail et où est-ce que ça peut être appliqué? Quelles sont les responsabilités et les engagements de chacune des parties lorsqu'un employé est en télétravail? Quels sont les critères d'admissibilité au télétravail? C'est simplement question d'être transparent sur le pourquoi une personne peut télétravailler et pas l'autre. L'entente de télétravail en soi. L'horaire de travail. Dans le fond, l'employé doit-il être joignable aux heures de bureau? Est-ce qu'il doit être présent au bureau un minimum de jours par semaine? Les modes de communication qui devront être utilisés. Le processus d'approbation, dans le cas où il s'agit de télétravail occasionnel, est-ce que l'employé doit adresser une demande à son supérieur à l'avance? Et bien sûr, l'équipement requis. On parle ici du matériel qui est prêté à l'employé et de tout ce qui est en lien avec l'aménagement ergonomique de l'espace de travail à la maison, à titre d'exemple. Il y a aussi une question de la procédure à suivre en cas d'accident ou de maladie professionnelle. À qui l'employé doit-il s'adresser? Maintenant qu'on a notre politique de télétravail en main, il est recommandé de démarrer avec un projet pilote si le télétravail n'est pas courant dans l'organisation. On peut donc cibler un groupe restreint pour tester les pratiques qu'on a retenues pendant une durée prédéterminée, comme 6 mois, ou on peut cibler l'ensemble des employés dans le cas d'une petite entreprise. Le projet pilote va permettre de bien roder tous les aspects et de voir survenir tous les problèmes qui n'avaient pas été prévus en amont. Une fois le projet pilote réalisé et les ajustements faits, on prépare un plan de communication qui va permettre de faire connaître la politique à l'ensemble du personnel concerné. On vise le personnel actuel, évidemment, mais ça peut aussi être super pertinent de laisser savoir aux futurs employés dans l'affichage de poste ou à l'embauche qu'il est possible de faire du télétravail, surtout si le recrutement et la rétention de personnel étaient des objectifs derrière la démarche. Il faut aussi faire connaître les ressources mises à la disposition des employés pour accéder au télétravail, mais aussi pour régler les problèmes informatiques pouvant survenir. On doit aussi prévoir l'évaluation du programme et sa révision au besoin. C'est quelque chose qui peut se faire au moyen d'un sondage auprès des employés et des gestionnaires ou avec un focus group. L'important, c'est vraiment de cibler les problématiques qui sont survenues et d'ajuster le programme et la politique si nécessaire. Donc, une fois que la politique est implantée, si on veut s'assurer que l'équipe est toujours bien solide et que nos employés puissent facilement échanger entre eux, on peut instaurer certaines procédures internes. On peut favoriser des rencontres d'équipe régulières. C'est sûr que ça dépend beaucoup des contextes de travail, mais ça permet aux collègues d'échanger fréquemment sur l'avancement de leur projet, de se poser des questions et de réfléchir ensemble. On reproduit donc un peu le contexte de travail standard. Une autre bonne pratique à adopter, c'est celle de hiérarchiser les modes de communication. C'est encore plus vrai pour les grandes entreprises. On peut favoriser la vidéoconférence pour les rencontres planifiées d'avance, comme les rencontres d'équipe régulières. On peut privilégier le téléphone pour les urgences. On peut favoriser l'utilisation du courriel pour tout ce qui est suivi non urgent où la réponse de notre interlocuteur n'est pas requise dans la minute. On peut privilégier la messagerie instantanée pour tout ce qui est discussion en continu qui n'est pas de l'information importante. Un autre point important, particulièrement dans un contexte de télétravail à temps plein, c'est d'opter pour une gestion selon les livrables plutôt que par les heures travaillées. Donc, plutôt que de compter le nombre d'heures travaillées, ce qui est plus difficile à contrôler à distance, on pourrait se baser sur le fait que le travail est de qualité et qu'il est remis dans les temps prévus. On peut établir des indicateurs de performance avec ses employés pour s'assurer que ce processus convienne à tout le monde. La communication, c'est aussi une clé importante pour garder ses employés motivés en télétravail, particulièrement dans un contexte où ils peuvent se sentir isolés. Donc, en plus de faire des rencontres d'équipe pour discuter du travail, on peut aussi faire des rencontres occasionnelles qui visent simplement à maintenir l'esprit d'équipe, le fameux team building. Il faut aussi savoir faire confiance à ses employés.
L'employeur garde quand même le contrôle du travail effectué, même si ses employés sont à distance. Il est donc toujours possible de s'adapter si ça ne fonctionne pas. Je cède maintenant la parole à M. Daniel Voyer, directeur général de développement PME, qui nous parlera de leur bel exemple de succès.